Les sociales de KPMG. Le panorama de l'actualité sociale sur nos ondes. Bonjour à tous et bienvenue sur nos ondes pour cette 4e édition des sociales de KPMG. Nous sommes le jeudi 29 avril 2021. Au micro, Alban Eglinger et Dirk Bogart. Bonjour Dirk. Bonjour Alban et bonjour à tous. En décembre dernier, Radio KPMG a lancé un nouveau rendez-vous radiophonique dédié au droit social pour faire le tour de l'essentiel de l'actualité sociale chaque fois que nécessaire et mettre en perspective les changements de l'environnement légal et jurisprudentiel. À qui s'adresse cette émission ? Aux sociétés cotées, mais aussi aux ETI, aux PME, aux TPE, bref, à toutes les entreprises et à leurs dirigeants. Aujourd'hui, dans le grand angle, nous présenterons un dispositif récent, mais encore assez méconnu des entreprises, nommé Transition collective. Et dans notre tour d'horizon de l'actualité sociale, nous ferons un point sur les aides sociales liées à la situation sanitaire. Voilà, vous avez le programme de cette 4e édition des sociales. C'est parti. Le grand angle. Commençons ce grand angle qui porte donc aujourd'hui sur le dispositif des transitions collectives. Avec le plan France Relance, présenté en septembre 2020, le gouvernement souhaite permettre aux employeurs d'anticiper les mutations qui affectent leur secteur ou de réagir aux difficultés auxquelles ils sont confrontés. Pour ce faire, a été mis en place, en relation étroite avec les partenaires sociaux, un mécanisme appelé transition collective. Sa finalité est d'accompagner les salariés dont l'emploi est menacé vers un emploi porteur localement. Comme le dit le ministère sur son site, les salariés concernés, tout en conservant leur rémunération et leur contrat de travail, vont bénéficier d'une formation financée par l'État dans le but d'accéder à un métier porteur dans le même bassin de vie. C'est donc un mécanisme de formation professionnelle spécifique. Il vise à favoriser la mobilité professionnelle, en particulier intersectorielle, et les reconversions à l'échelle d'un bassin d'emploi ou d'une région. Ce dispositif semble alléchant et pourtant, Dirk, il est encore assez peu utilisé par les entreprises. Effectivement Alban, c'est en tout cas ce qui ressort d'une consultation organisée par l'Association nationale des DRH auprès de ses 5000 membres, interrogés notamment sur leurs priorités pour 2021. À la lecture de cette consultation, publiée le 11 février 2021, les transitions collectives étaient ignorées par un quart des DRH consultés, 64% d'entre eux se disaient non concernés, pour 9% des répondants, ce dispositif était jugé trop complexe, et seuls 18% des répondants militaient en faveur du développement de ces transitions collectives. Mais attention, il ne faut pas perdre de vue que ce dispositif est déployé seulement depuis le 15 janvier dernier. Aujourd'hui, manifestement, le ministère du Travail cherche à mettre en lumière les intérêts des transitions collectives et à faire de la pédagogie autour de ce sujet. Un document, questions-réponses, a ainsi été publié le 8 avril sur le site du ministère et il vient compléter une instruction ministérielle du 11 janvier 2021. Nous avons estimé que les attraits de ces transitions collectives pouvaient intéresser nos auditeurs. Quels sont justement les principaux avantages de ce mécanisme ? Je vous répondrai, Alban, tout d'abord du point de vue des salariés. Les transitions collectives ont pour objectif de protéger ceux dont l'emploi est fragilisé et donc menacé. Les salariés qui occupent ces emplois pourront demander à bénéficier d'une formation certifiante et sur mesure pour une durée relativement longue, qui est en principe au maximum de 24 mois. Cette formation présente un double attrait. D'une part, la reconversion est orientée vers des emplois dits porteurs, qui permettent d'espérer une embauche rapide à l'issue de la formation. D'autre part, ces emplois doivent en principe se trouver sur le même territoire ou le même bassin d'emploi. Un salarié peut certes vouloir se reconvertir dans une autre région, mais il devra alors s'en justifier spécialement lors de sa demande de prise en charge. En outre, pendant ce parcours de formation, les salariés conservent leur rémunération et leur contrat de travail est maintenu. La formation est réalisée à plein temps, à temps partiel ou sur un temps discontinu. Cela dépendra du calendrier établi par le prestataire de formation. À l'issue de ce parcours de transition collective, si le salarié a trouvé un nouvel employeur, le contrat de travail est rompu avec son employeur initial. Mais dans le cas contraire, le salarié reprend effectivement son poste de travail ou un poste équivalent. On peut d'ores et déjà alerter nos auditeurs sur le fait qu'il faudra être vigilant quant à la forme de cette éventuelle rupture du contrat de travail au terme du parcours de transition collective. L'intérêt que présente le dispositif pour les salariés est donc assez évident. Mais qu'en est-il, Dirk, pour les employeurs ? C'est un outil potentiellement intéressant de gestion des emplois et des parcours professionnels, de GEPP, l'acronyme bien connu des DRH.
Avec l'accord de l'employeur et des salariés concernés, il permet d'envisager une mobilité professionnelle des salariés qui occupent donc des emplois fragilisés vers une autre entreprise. La reconversion de salariés peut en conséquence intervenir de manière anticipée et dans un climat apaisé. Au surplus, le dispositif prévoit une prise en charge par les associations Transition Pro via des fonds issus de l'enveloppe FNE Formation attribuée dans le cadre de France Relance. Cette prise en charge va concerner la rémunération des salariés, y compris les charges sociales légales et conventionnelles, et le coût des formations certifiantes dont la durée ne dépasse pas 24 mois. Précisons toutefois que, selon les effectifs, l'entreprise peut devoir s'engager à financer un reste à charge, car le financement par l'État peut n'être que partiel. Ainsi, pour les entreprises de moins de 300 salariés, la prise en charge est de 100%. Mais pour les entreprises de 300 à 1000 salariés, la prise en charge de l'État n'est que de 75%. Et pour les entreprises de plus de 1000 salariés, la prise en charge est de 40%. Un véritable intérêt financier donc pour les entreprises, même s'il varie selon les effectifs. C'est vrai, Alban. Et le dispositif peut présenter également un autre intérêt pour des employeurs ayant du mal à pourvoir des métiers jugés porteurs. Dans un communiqué de presse du 7 avril, le ministère du Travail illustrait ces deux points de vue. Il faisait état du lancement du premier projet de reconversion de salariés entre les groupes de Richebourg et Korian. Ainsi, des salariés volontaires de Richebourg suivront une formation rémunérée de 14 mois pour devenir aides-soignantes et seront recrutés en CDI par Korian après l'obtention de leur diplôme. De façon plus générale, le ministère évoque la création de plateformes mettant en relation des entreprises ayant des salariés à reconvertir et celles ayant besoin de recruter. Un dispositif qui est alors gagnant-gagnant pour les deux sociétés. Mais Dirk, qu'entend-on précisément par emploi porteur, notion centrale de ce dispositif ? Pour faire simple, disons qu'il s'agit de métiers émergents issus de nouveaux domaines d'activité ou de métiers en tension dans des secteurs qui peinent à recruter. L'association Transition Pro, qui examine la demande de prise en charge du projet de reconversion du salarié, va en effet s'assurer qu'existent des perspectives sérieuses de reconversion à l'issue de la formation, ce qui légitime la prise en charge par l'État. Ont été établies des listes de métiers porteurs pour chaque région. Ceci sécurise les salariés qui s'engagent dans la démarche sur leur perspective d'embauche à l'issue du parcours, et cette liste guidera aussi la sélection des dossiers de candidature. À titre d'illustration, une liste de 31 métiers porteurs correspondant à 12 domaines professionnels a été dressée pour la région Île-de-France. Cette liste peut être actualisée, mais à ce jour, elle désigne par exemple l'emploi d'ouvriers qualifiés de la manutention comme un emploi porteur dans le secteur des transports, de la logistique et du tourisme. Autre exemple, dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et de l'alimentation, sont actuellement visées pour l'Île-de-France les professions de boucher, charcutier, boulanger et cuisinier. Ce dispositif peut être jugé attractif par les employeurs, mais toutes les entreprises peuvent-elles en bénéficier ? Les documents mis en ligne par le ministère visent les entreprises qui connaissent des mutations économiques ou, selon une autre expression, celles qui font face à des transformations dans leur secteur ou à une baisse d'activité. Il peut également s'agir d'entreprises qui connaissent des difficultés en raison de la crise sanitaire et économique actuelle. Le champ d'application est donc très large. Il n'existe par ailleurs aucune condition d'effectif. Toutes les entreprises sont potentiellement concernées. Seules sont exclues les entreprises qui ont déjà engagé des démarches de plan de sauvegarde de l'emploi, PSE, ou de rupture conventionnelle collective, RCC, tout du moins pour les emplois qui sont concernés par ce PSE ou cette RCC. L'accès aux transitions collectives est donc largement ouvert. Néanmoins, certains DRH semblent estimer que ce recours est assez complexe. Dirk, est-il possible de les rassurer et de présenter simplement les modalités de mise en place au sein d'une entreprise ? Du point de vue de l'employeur, Alban, le ministère identifie 3 étapes préalables que je présenterai synthétiquement, en rappelant que KPMG Avocat reste bien entendu à la disposition des entreprises intéressées pour les accompagner. Tout d'abord, et c'est l'étape la plus délicate, l'employeur doit identifier les métiers fragilisés au sein de l'entreprise. Pour ce faire, et quelle que soit la taille de l'entreprise, il va établir une liste d'emplois, ainsi caractérisée, dans un accord collectif, un accord type gestion des emplois et des parcours professionnels. Si un accord de ce type a déjà été conclu, un avenant sera nécessaire afin d'élaborer cette liste si elle n'y figurait pas. Cette identification des emplois fragilisés n'est pas forcément aisée et les entreprises qui le jugent utile peuvent être accompagnées dans cette analyse par leur opérateur de compétences ou OPCO. Dans les entreprises de moins de 300 salariés qui ne sont pas soumises à l'obligation de négocier sur la GEPP, l'accord pourra porter sur le simple établissement de cette liste.
Et d'heures, quelles sont les 2 étapes suivantes? Elles sont beaucoup plus simples. L'employeur doit, après l'identification des métiers fragilisés dans son entreprise, organiser la tenue d'une réunion collective dont l'objet est de fournir aux salariés concernés certaines informations sur le dispositif transition collective. Doivent être invités à cette réunion les salariés qui, d'une part, occupent donc un emploi figurant dans la liste et d'autre part, respectent 2 conditions d'ancienneté. Une ancienneté professionnelle générale en tant que salarié et une ancienneté minimale au sein de l'entreprise. La 3e et dernière étape pour l'employeur est simplement d'ordre formel. Comme pour tout accord collectif, il lui incombe de déposer l'accord type GEPP dûment rempli sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Et un récépissé sera remis par la DREETS à ce propos. Cette DREETS ne procède à aucun contrôle particulier et va informer directement l'ensemble des acteurs institutionnels qui interviennent dans la mise en œuvre des transitions collectives sur le territoire. AT-Pro, opérateur de CEP, l'OPCO. Puis, l'employeur doit transmettre l'accord type et le récépissé à l'association Transition Pro de région. Une fois ces 3 étapes franchies, la balle est dans le camp des salariés, si j'ose dire. Oui, Alban. Les salariés dont le métier a été visé par l'accord GEPP et qui sont éligibles doivent, s'ils veulent s'inscrire dans ce dispositif, prendre individuellement contact avec le conseil en évolution professionnelle afin d'être accompagnés dans la construction de leur projet. Puis, ils doivent déposer, toujours individuellement, leur dossier de transition professionnelle auprès de l'association Transition Pro de leur région. Et c'est ce dossier qui sera examiné dans les conditions que nous avons présentées il y a quelques instants. En conclusion, je dirais donc qu'il semble bien que tout le monde puisse trouver son compte dans ces transitions collectives. Les salariés dont l'emploi est menacé, les employeurs de ces salariés qui peuvent contribuer à leur reconversion vers une autre entreprise et les nouveaux employeurs qui peuvent ainsi trouver une main-d'œuvre qualifiée pour pourvoir des emplois émergents ou pour lesquels il n'est pas facile de recruter. Un dispositif à découvrir sans tarder et à utiliser. L'actualité sociale. Poursuivons cette émission avec un rapide tour d'horizon de l'actualité sociale. Cette actualité reste dominée par les aides destinées à soutenir les salariés et les entreprises en cette période de crise sanitaire. Certaines aides sont nouvellement mises en place ou reconduites. Tout d'abord, le report du paiement des cotisations salariées et patronales des échéances des 6 et 15 avril 2021 a été reconduit pour les entreprises qui sont fermées ou qui connaissent des restrictions d'activité du fait des mesures gouvernementales. On peut supposer que ces reports s'appliqueront toujours en mai au vu de la situation sanitaire. Pour en bénéficier, un formulaire de demande préalable doit être rempli en ligne, cette demande étant réputée acceptée sous 48 heures en l'absence de réponse de l'URSSAF. Les cotisations non payées seront automatiquement reportées. L'URSSAF contactera ultérieurement les sociétés pour leur proposer un plan d'apurement de leurs dettes. Aucune pénalité ni majoration de retard ne sera appliquée. Ensuite, dans le contexte de la fermeture des écoles et des crèches, des mesures ont été prises à destination des salariés devant garder leurs enfants et dans l'incapacité de télétravailler. Ils peuvent bénéficier de l'activité partielle pour garde d'enfants s'il a moins de 16 ans ou est en situation de handicap. Le salarié souhaitant avoir recours à ce dispositif devra remettre à son employeur une attestation sur l'honneur indiquant qu'il est le seul des 2 parents demandant à bénéficier de l'activité partielle au motif de la garde d'enfants. Les salariés bénéficieront alors d'une indemnisation à hauteur de 84% de leur rémunération nette ou de 100% pour les salariés au SMIC, avec 0 reste à charge pour les employeurs. C'est donc une prise en charge intégrale de l'activité partielle au bénéfice des salariés concernés. Autre mesure de soutien des salariés, le régime d'arrêt de travail dérogatoire est également prolongé. Ce dispositif devait cesser fin mars. Il a été reconduit jusqu'au 1er juin 2021 par décret. Ce mécanisme permet aux salariés positifs à la Covid-19 ou cas contact, qui ne peuvent pas télétravailler, de percevoir dès le 1er jour d'arrêt de travail des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités complémentaires de l'employeur. Le décret étend par ailleurs ces mesures aux assurés placés en isolement à leur retour de l'étranger. L'assurance maladie établit l'arrêt de travail dérogatoire après déclaration en ligne par le biais du téléservice qui a été mis en place à cet effet. Et pour finir ce tour d'horizon de l'actualité sociale, les aides tendant à favoriser les emplois des jeunes sont reconduites également par décret. Un décret qui prolonge jusqu'au 31 mai 2021 l'aide à l'emploi des jeunes de moins de 26 ans. Pour rappel, cette aide concerne les employeurs
qui ont embauché un jeune de moins de 26 ans en contrat à durée déterminée ou indéterminée de plus de 3 mois entre le 1er août 2020 et le 31 mars 2021. L'aide s'élève toujours à 1 000 € par trimestre pour un contrat à temps plein et elle est versée pendant au plus 1 an. Néanmoins, son champ d'application a été restreint. Seules les rémunérations ne dépassant pas 1,6 SMIC sont éligibles. Le seuil de 2 SMIC est toujours applicable pour les contrats conclus avant le 1er avril. Par ailleurs, le dispositif temporaire Emploi Franc Plus permet à toute entreprise de bénéficier d'aides d'un montant majoré pour le recrutement entre le 15 octobre 2020 et le 31 mai 2021 d'un jeune sans emploi de moins de 26 ans résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Ce décret prolonge également pour les contrats conclus à compter du 1er avril 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021 l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation. S'agissant de toutes ces aides, il est difficile aujourd'hui de prévoir ce qui sera à nouveau prorogé au-delà du 30 juin 2021. Tout dépendra de l'évolution de la pandémie. Cette 4e édition des sociales de KPMG touche maintenant à sa fin et nous espérons qu'elle a répondu à vos attentes. Pour aller plus loin sur tous ces sujets, vous pouvez consulter nos publications sur le site internet de KPMG Avocats, accessible sur kpmg.fr. Nous vous retrouverons avec grand plaisir au micro de cette émission le 8 juillet prochain. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt sur nos ondes. Les sociales de KPMG. Une émission de Radio KPMG.